Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Territoire d'Info ce matin consacrée aux résultats des élections législatives. Un second tour d'élection qui a donné une des plus larges majorités parlementaires de la Ve République. Emmanuel Macron et la République En Marche ont désormais les coups des franches pour mettre en œuvre le programme présidentiel, pour décrypter et pour analyser cette nouvelle donne politique ce matin. Des éditorialistes de la presse quotidienne régionale sur ce plateau qui ont passé une courte nuit pour vous. Eh bien, c'est Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées. Bonjour Jean-Michel, merci d'être avec nous. Pascal Jalabert ce matin pour l'Est républicain des 9 journaux du groupe EBRA. Bonjour Pascal. Et Zoé Cadio pour le Midi Libre et l'Indépendant qui était à Évry hier au soir auprès de Manuel Valls. On en parlera dans un instant. On va tout de suite regarder ensemble les rapports de force des différents partis qui s'affichent sur cet écran. 49,1% pour le MoDem et la République En Marche, 26,9% pour LR, l'UDI et les divers droites, 8,8% pour le Front National, 7,5% pour le Parti Socialiste, le PRG et les divers gauches, 4,9% pour la France Insoumise et 1,2% pour le Parti communiste français. On reviendra bien sûr tout à l'heure sur tous ces chiffres. Et voici en projection maintenant ce que donnera la future Assemblée nationale. On appelle ça le camembert dans notre jargon. Et vous le voyez, c'est 350 sièges pour la République En Marche MoDem. C'est 137 sièges pour les Républicains, l'UDI et les divers droites. Et puis vous voyez les autres. PS, PRG, divers gauche, Europe, écologie, les Verts, c'est 44. La France Insoumise et le PCF, c'est 27 sièges. Le Front National, 8. Et les autres partis se répartissent 9 sièges. Ce sont des sources officielles du ministère de l'Intérieur. Et puis, le chiffre que l'on retient le plus ce matin, tous les observateurs en parlent depuis hier soir, c'est le chiffre de l'abstention. C'est 57,36%, une abstention absolument record, qui sonne comme un avertissement. Pas de blanc-seing accordé par les Français au nouveau président, écrit votre coéquipier du quotidien L'Alsace, Laurent Bonin, Pascal Jalabert. Vous écrivez « Démobilisation massive et majorité classique ». Oui, des mobilisations massives. Moi, je suis même allé jusqu'à écrire la catastrophe civique. Ce sont quand même les élus appelés à faire la loi, appelés à donner une majorité au gouvernement, appelés à le contrôler, qui ce matin se retrouvent légitimés par seulement 42% des Français. L'élection législative est tombée plus bas que certaines élections européennes. Elle est loin derrière les élections régionales. Donc, très clairement, c'est un scrutin qui, par rapport à la légitimité des députés, pose sérieusement question. Il est clair que les dirigeants ne peuvent pas le laisser en l'état, un mois après la présidentielle, et avec ce scrutin majoritaire qui fausse un peu tout. Alors, il y en a un qui l'a compris, c'est le Premier ministre, Édouard Philippe. Dans sa déclaration hier au soir, il prend en compte l'abstention record, mais il dit qu'il y a une obligation de réussite pour son gouvernement. On regarde le Premier ministre hier soir. L'abstention n'est jamais une bonne nouvelle pour la démocratie. Le gouvernement l'interprète pour sa part comme une ardente obligation de réussir. La confiance des électeurs passe par notre exemplarité, un engagement sans faille et des résultats tangibles. Ce soir s'ouvre le temps de l'action pour la majorité présidentielle. Cette majorité est rassemblée derrière le gouvernement pour mettre en œuvre le programme du président de la République. Elle doit aussi être ouverte, prête à accueillir toutes les bonnes volontés. Mes chers compatriotes, la victoire est claire et elle nous oblige. Le gouvernement abordera les prochains mois avec une grande humilité et une détermination totale. Jean-Michel Elvig, est-ce que cette abstention record, est-ce que ça gâche pas un peu la victoire de la République En Marche et de cette nouvelle majorité? Oui, mais il faudrait arrêter. Enfin, l'élection s'est déroulée de façon correcte, convenable, légale. Ceux qui ont voté, c'est ceux qui ont voté qui font l'élection. C'est valable pour toutes les élections. Oui, ceux qui ont choisi de ne pas voter, ils ont choisi de ne pas voter. Et ils ont choisi de ne pas voter. Alors on dit, oui, pas de blanc-seing. Oui,
obligation de réussite. Tous les présidents élus 2007-2012 ont dit on a une obligation de réussir, sinon la sanction sera forte 5 ans après. Bah oui, ça c'est un peu une tarte à la crème. Et l'abstention, ça a surtout frappé des partis comme le Front National. Et ce sont les électeurs, beaucoup d'électeurs, même la moitié des électeurs d'un tour sur l'autre du Front National et de la France Insoumise qui ne sont pas allés voter. Alors c'est peut-être aussi, sans doute c'est un problème pour ceux qui ont gagné, mais c'est quand même aussi un sacré problème pour ceux qui ont perdu. Faut pas oublier Mélenchon qui donne des leçons de légitimité. Il est élu dans sa circonscription avec 64% d'abstention. On va y venir d'ailleurs, on va écouter Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Alors Zoé Cadio. Justement, pour alimenter un peu ce que dit Jean-Michel, la question aussi se pose aussi du problème de l'abstention chez les jeunes, mais aussi chez les ouvriers. Quand on voit les chiffres qui sont sortis hier soir, on voit à peu près qu'il y a 74% d'abstention chez les jeunes, ce qui est un chiffre énorme, et chez les ouvriers, c'est 69%. Donc on s'aperçoit qu'il y a toute une partie de l'électorat qui, en fin de compte, boute les urnes. Alors maintenant, pourquoi ça? On le sait à peu près par rapport à l'offre politique et aussi peut-être au déconvenu, mais c'est une réalité. Alors pourquoi ça n'est pas le tsunami attendu que tous les observateurs décrivaient à l'issue du premier tour, Zoé Cadio? Alors je pense qu'il y a un rééquilibrage qui se fait un petit peu automatique entre le premier et le deuxième tour. Je pense aussi que entre cette semaine, la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui ont alerté sur le problème d'une majorité hégémonique d'En Marche qui aurait peut-être un peu... En Marche, mais c'est votre titre dans l'Indépendant aujourd'hui. Exactement, En Marche, mais surtout dans les Pyrénées-Orientales où Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, a enfin réussi à prendre la deuxième circonscription. Alors, on va tout de suite demander à Pascal Jalabert si ce taux d'abstention, donc record sous la Ve République, c'est un taux d'abstention qu'on pourrait retrouver prochainement dans de futures élections. Comment le président peut remobiliser? Alors, on a déjà vu des abstentions importantes. Là, il se trouve qu'il y a un tunnel de 2 années sans élection, même 3 ans, puisque l'élection européenne... Oui, mais les sénatoriales, c'est pas le peuple qui vote, c'est encore autre chose. Donc, du coup, il faut voir ce qui se passe. Mais en effet, l'abstention, elle touche tous les partis. Et je crois que pour faire revenir les électeurs aux urnes, déjà, il faut quand même leur proposer un calendrier correct. Et ensuite, il faut aussi des résultats. Et là, on a eu l'échec quand même, ça a été jugé comme tel par les électeurs de 2 gouvernements de droite, de 2 majorités de droite. On a eu l'échec de François Hollande. Donc là, maintenant, ceux qui ont voté, parce qu'en effet, comme disait Jean-Michel, les abstentionnistes ont toujours tort. Donc ceux qui ont voté ont validé les réformes d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. On verra dans 5 ans si... ça reste un succès pour Emmanuel Macron, il ne faut pas effacer ça largement. Ça reste un succès, il faut quand même voir... Tous les ministres ont été réélus. Voilà, puis il faut voir d'où il vient. Il y a 1 an, personne ne connaissait le 3/4 des députés qui sont élus, personne ne connaissait le parti, donc vu d'où il vient... Regardez, même Annick Girardin, 51,87% contre 48,13%. Elle était très en difficulté dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a été réélue aussi, et c'était une ministre en difficulté majeure, Jean-Michel Alvic. Oui, la majorité dont il dispose, c'est approximativement celle dont a disposé Nicolas Sarkozy en 2007. Donc c'est beaucoup plus qu'en 58, c'est beaucoup moins qu'en 93. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus... Alors, c'est toujours la même chose, le commentaire. On dit, oui, c'est moins qu'attendu. Attendu par rapport à quoi? Par rapport à ce que disaient les sondages. Oui, absolument. Alors, les sondages... Et encore, ils avaient corrigé un peu les choses en milieu de semaine. Oui, ils avaient corrigé, mais la difficulté... Et c'est pas du tout pour les incriminer, parce que le problème, la difficulté qu'ils avaient dans leur projection, c'est qu'il fallait qu'ils fassent des estimations, des projections en fonction de reports de voix. Or, les reports de voix, c'est classiquement facile à faire quand c'est droite-gauche, parce qu'il y a une histoire, il y a un historique. Mais là, à partir du moment où c'était complètement disloqué, l'axe droite-gauche était complètement disloqué, c'était un peu incertain. Très clairement, quand même, les électeurs de France Insoumise et du Front National au premier tour, quand ils n'avaient pas de candidat, j'ai bien l'impression qu'ils sont restés chez eux. Très vite. Et puis moi, je voulais juste te dire qu'au niveau de la nouvelle Assemblée, il y a quelque chose qui est important, c'est que, certes, il y a des novices, pas tous à La République En Marche, mais il faut quand même être en face d'eux des gens qui sont confirmés, notamment par le biais des Républicains, qui sont des gens qui sont aguerris. Alors, c'était pas une surprise, mais le Parti socialiste est à 29 sièges. C'est l'hécatombe pour ce parti, une défaite historique. On va écouter Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui a annoncé hier soir qu'il quittait la direction de son parti. On l'écoute. La gauche doit tout changer, la forme comme le fond, ses idées
comme ces organisations, la gauche doit ouvrir un nouveau cycle. J'accompagnerai ce combat avec volonté, mais je ne le ferai pas en tant que premier secrétaire du Parti socialiste. Ainsi, une direction collective va se mettre en place dans les plus brefs délais. Il ne s'agit pas pour moi d'organiser une retraite, mais de permettre une renaissance dans l'ordre. Je prends cette décision sans amertume ni colère, conscient de mon devoir et du moment crucial que traverse la gauche. J'assume simplement, tranquillement, ma part de responsabilité. Zoé Cadio avec une défaite historique, projection de 29 sièges. 29 sièges, oui, alors surtout qu'en 2012, ils étaient arrivés avec 295 élus, donc c'est vraiment une claque, si vous me permettez ce langage un peu fleuri. Et c'est un peu à l'image de ce qu'on voit, cette déconfiture, de ce qui s'est passé hier soir à Évry, dans le fief. On va y venir après. D'accord. Sur les défaites de pratiquement tous les ministres de François Hollande, je crois, à l'exception de Stéphane Le Foll, bien sûr. Et Georges Paul Angevin. Et Georges Paul Angevin, il faut le souligner, l'ancien ministre des Dom-Tom. Il y a quand même une hécatombe, là aussi, chez tous ceux qui représentaient, au fond, le quinquennat de François Hollande, Zoé Cadio. Oui, tout à fait. Enfin, on sent que vraiment, il y avait une volonté de dégagisme, pour reprendre, de renouvellement. 39,68 pour Najat Vallaud-Belkacem. Alors, ce qui est très marrant, c'est que autant... Dans la 6e circonscription du Rhône, c'est peu par rapport à son adversaire, 60,32. Mais par contre, son mari a été élu dans les Landes. Donc, est-ce qu'on a la naissance d'un nouveau couple, genre Hollande On peut rigoler quand même. Donc, voilà. Mais pour revenir au Parti socialiste, oui, le problème, c'est qu'on voit vraiment qu'ils ne savent plus vraiment comment se relever d'une certaine manière. Ils sont complètement abasourdis. Quelle reconstruction possible pour le Parti socialiste, Jean-Michel Pascal? Moi, ça me fait un peu penser au Parti socialiste grec, le PASOK, qui a une mandature et passé de majoritaire à marginalisé. Donc là, ça va être très compliqué, puisque beaucoup des siens ont déjà rejoint La République En Marche, et puis d'autres, autour de Benoît Hamon, aujourd'hui, sont, à part sur l'Europe évidemment, sont beaucoup plus près de certains communistes. C'est 44 avec le PRG, puis les quelques divers gauches, élus des DOM. et Europe Écologie Les Verts qui n'a qu'un seul élu. Donc pour mon raisonnement, vous en avez une partie, les réformistes, les sociodémocrates, ou sociolibéraux, appelons-les comme on veut, qui sont carrément côté République En Marche, et puis les autres, comme Benoît Hamon, qui sont plus près de Jean-Luc Mélenchon, même si l'Europe les sépare largement. Donc, ils sont irréconciliables, très clairement. Jean-Michel Elvig, j'écoutais Julien Drey ce matin chez les concurrents, qui disait, au fond, oui, c'est une déroute absolue, mais voilà, il reste, le Parti socialiste est encore vivant, il est là. Partagez cette opinion? Il y a toujours un électorat. Maintenant, ça va être intéressant de voir quand on va faire la liste des députés socialistes élus, de voir ceux qui sont, quelle est la répartition entre, disons, les réformistes assumés et les amonistes frondeurs, quoi. Donc j'ai l'impression que les amonistes frondeurs ont quasiment disparu. Donc ça donne un rapport de force quasiment disparu, à part un ou deux, deux ou trois, ça donne un rapport de force au niveau parlementaire. Christian Paul a été éliminé. Hein, oui, celui qu'on voyait chef de file des frondeurs. En Laurent Baumel aussi, qu'on voyait partout, a été éliminé dès le premier tour. Alors, ça ne veut pas dire que ce rapport de force-là va se retrouver au sein du parti, parce que les militants, les adhérents sont évidemment un peu différents. Est-ce qu'il va y avoir un phénomène à la Corbyn, au Parti travailliste, où ce sont des adhérents directs qui ont poussé, qui ont gauchi le parti? C'est probable. Maintenant, c'est vrai que fondamentalement, il y a deux gauches irréconciliables. Et ben, là-dessus, Valls avait raison. Il y a deux gauches irréconciliables, et puis dire un petit peu que le Parti socialiste est mort. Moi, j'irai pas aussi vite que vous. Il faut quand même se souvenir de 1969. Alors, certes, c'était différent. Certes, il n'y avait pas une telle fracture historique, mais enfin, elle était quand même là. Hein. Souvenez-vous du congrès d'Épinal, où il y avait vraiment une certaine rivalité et des problèmes de ligne. Donc maintenant, est-ce qu'il va pouvoir se reconstruire et repartir? Ça, c'est la grande question. Mais on le verra justement au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas non plus oublier que s'il y a une telle déculottée, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens socialistes qui sont quand même maintenant sous l'étiquette La République En Marche. Alors, le seul qui s'en sort de la présidence Hollande, c'est le deuxième Premier ministre de François Hollande, c'est Manuel Valls.
On va regarder les résultats. 50,30% des voix. C'est contesté, hein, très contesté, puisqu'hier soir, il parlait de 139 voix d'avance. Ce matin, j'entendais un peu plus de 50 voix d'avance. En tout cas, Manuel Valls est élu, en tout cas pour lui, et pour l'instant, on va l'écouter. C'était une ambiance électrique. Vous y étiez hier soir à Évry, Zoé Cadio. On revient avec vous là-dessus après l'avoir écouté, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, tout de suite. Chaque soirée électorale a sa part de tension, d'énervement. Ce qu'il faut attendre, c'est simplement que la démocratie s'exprime. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui tout au long de la journée. Ce soir, je suis élu avec 50,3% des voix et pour être précis, avec 139 voix d'avance. Je veux rester utile bien sûr au président de la République pour la réussite de son quinquennat. Je veux continuer à être utile pour mon pays, que j'aime par-dessus tout, au-delà de toutes les fractures, qu'elles soient territoriales, sociales et parfois communautaires. Et je veux, dans cette circonscription notamment, rassembler. Nous avons besoin de rassembler tous les citoyens. Je veux être utile, bien sûr, aux habitants qui m'ont parlé de problèmes d'emploi, de formation, de santé, de logement, de transport. Voilà ce que va être mon action au Parlement et sur le terrain. Alors, France Info parlait ce matin d'une poignée de voix, hein, et plus de 139 voix hier. Encore que 139, c'est aussi encore une poignée de voix. Zoé Cadio, alors on entend un brouhaha, alors on ne comprend pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous y étiez, vous? Alors, il faut savoir que dès les premières minutes du dépouillement, on a vu que les deux candidats étaient dans un duel très serré, et on sentait une tension très palpable. Hein. Pour vous dire, dans le premier bureau qui était en bas dans le hall, à la fin, il y avait une des tables où c'était l'égalité parfaite. Incroyable. Enfin, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues à Évry, qui est dans le fief de Manuel Valls. La ville d'Évry. La ville par elle-même. Bon, cette circonscription, il y a quand même 6 communes. Et dans cette circonscription aussi, il y a Corbeil, ne l'oublions pas, qui a connu ou qui a eu un passé un petit peu avec certaines largesses dans la façon d'organiser le vote. Et il faut savoir que c'est à Corbeil où il y a eu essentiellement des problèmes dans la récolte et dans l'examen des suffrages. C'est quoi? C'est le symbole Valls, là, Jean-Michel Elvig? Oui, il savait de toute façon que sa réélection serait très difficile. Il y avait tout le monde contre lui, sauf Serge Dassault. Je ne suis pas sûr que c'était un bon argument. Hein. Comment? Parce que à Évry, le Parti communiste était quand même assez... Les élus. Oui, mais c'est important, parce que Farida Amrani, elle n'était pas non plus par le Parti communiste local soutenu. Benoît Hamon est venu faire campagne contre lui localement. Je ne pense pas que le Parti socialiste l'a beaucoup aidé. Je parlais du Parti communiste. Oui, mais le Parti communiste, c'était essentiellement des élus qui sont traditionnellement dans la majorité de Valls. Donc il avait un peu tout le monde contre lui, encore une fois, sauf Serge Dassault, qui n'était, je le répète, pas forcément un soutien utile pour ce qui le concerne vis-à-vis de l'électorat de gauche. Bon, cela dit, c'est très serré. Il y a d'autres élections qui sont très serrées. Hein. Le candidat de la France Insoumise dans la première circonscription du Nord, c'est à peu près aussi à 50 voix. Hein. Bon, il arrive que ça se joue sur le fil. Pascal, j'avais très vite. Ce qui s'est passé, ça montre que d'abord Manuel Valls est et reste une personnalité très clivante, et puis surtout que les deux gauches sont irréconciliables. Quand on entend ça, c'est quand même face à lui, c'est pas le Front National, c'est la France Insoumise. Non, ça valide son analyse, pas sa stratégie, ce qui n'est pas pareil. Stratégie, au fond, il faut rappeler qu'il n'avait pas de candidat de la France Insoumise. Non, mais bon. Il n'avait pas de candidat du PS, bien sûr. Il reste un homme seul, là, aujourd'hui. Il ne peut rien peser dans l'Assemblée. Imaginons qu'il ait eu contre lui un PS ou un candidat de la République En Marche, ça aurait été encore plus compliqué. Ça, le soutien République En Marche, il n'était pas élu, ça c'est une certitude. Très bien, on va passer maintenant à la droite, c'est son plus mauvais score de la Ve République, mais c'est la première force d'opposition qui reste quand même, enfin on va en parler dans un instant. On va écouter François Baroin, tout d'abord le chef de file de la droite pour les élections législatives qui tire un premier bilan hier soir. Le verdict des urnes est clair et je m'incline avec respect devant le choix des électeurs. Malgré notre élimination au premier tour de l'élection présidentielle, la campagne intense que nous avons menée, circonscription par circonscription, a permis ce soir la constitution d'un groupe suffisamment important pour faire entendre nos engagements, pour faire valoir nos convictions, pour défendre nos valeurs. Il appartiendra à ce groupe, dans le respect du nouveau pouvoir exécutif, de faire entendre nos différences avec En Marche, notamment sur le plan fiscal.
Ce soir, je veux saluer et féliciter ceux qui sont élus. Malgré le contexte particulièrement difficile, ils ont réussi à faire gagner nos idées dans nos circonscriptions. Grâce à leur succès, ils porteront la responsabilité essentielle d'incarner la première force d'opposition sur les bancs de l'Assemblée nationale. Jean-Michel Helvig, première force d'opposition, oui, mais à condition qu'il ne se scinde pas, qu'il n'ait pas de partition. Oui, c'est-à-dire que le schéma des deux gauches irréconciliables est assez presque symétriquement applicable aux deux droites. Alors, pour ce qui est de la droite, dans cette élection, cette séquence électorale qui a duré près de 2 mois... entre 137 députés, les projections, je vous coupe, LR, UDI, divers droite. Il faut se rendre compte que la séquence électorale a duré 2 mois, et encore j'exclus les primaires. En Angleterre, en Allemagne, sur un jour, vous votez et vous savez où vous allez. Là, il a fallu 2 mois. Mais pour ce qui est de la droite, ça restera quand même historiquement comme quelque chose d'assez atypique, dans la mesure où la droite devait gagner cette présidentielle, mais pas parce que c'est la droite. Mais ça va, quand on voyait toute l'historique des élections intermédiaires depuis 2012, la droite gagnait toutes les élections. Avec un autre candidat, il est très vraisemblable qu'elle aurait gagné les élections. Donc elle se retrouve dans une situation très compliquée et surtout à devoir gérer des clivages qui sont anciens et qui séparent deux droites. Une droite, la droite Wauquiez et la droite Solaire, Bertrand. Voilà, avec un exemple précis de cette déroute, Jean-Michel Helvig, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui est battue à Paris dans une circonscription historique, la deuxième de Paris. Et vous voyez le score, 45,47 pour elle, 54,53 pour son concurrent d'En Marche, Pascal Jalabert. Oui, globalement, pour la droite, c'est clairement une défaite, même si dans les territoires, notamment ruraux ou semi-ruraux, ces élus bien implantés ont bien résisté. Donc, il reste quand même un petit côté député du coin, où on vote pour un député du coin qui a bien travaillé. Bon. Il y a ce côté un peu rassurant par rapport à l'ancrage député, mais la droite, l'heure de vérité, c'est le 4 juillet quand il faudra voter la confiance au gouvernement. C'est-à-dire, il y a ceux qui prendront la main tendue et puis il y a ceux qui la repousseront. Et là, la fracture sera inévitable. 30% des Républicains, on disait, à peu près. À peu près, qui étaient prêts à signer la déclaration, enfin, de rejoindre et de leur donner leur soutien. Oui, c'est pour ça que le 137, c'est un peu flottant. Ouais. Pierre-Yves Bournazel, par exemple, élu à Paris, est-ce qu'il est En Marche, est-ce qu'il est LR? Ce matin, c'est difficile à dire. Contre Myriam El Khomri, il faut le rappeler. Alors, on va passer à Jean-Luc Mélenchon, 59,85% des voix. On va regarder son score contre 40,15% pour Corinne Versini. Jean-Luc Mélenchon, il a réussi son pari, 59,85, 40,15, je vous le disais. Il a réussi son pari. Il a annoncé qu'il pourrait constituer un groupe à l'Assemblée nationale pour une majorité qu'il qualifie de boursouflée. On l'écoute hier soir à Marseille. Le peuple français dispose à l'Assemblée nationale d'un groupe, la France insoumise, cohérent, discipliné, offensif. C'est lui qui appellera le pays, le moment venu, à une résistance sociale. Et j'informe le nouveau pouvoir que pas un mètre du terrain du droit social ne lui sera cédé sans lutte. Cette majorité boursouflée qui est constituée à l'Assemblée nationale n'a pas la légitimité pour perpétrer le coup d'État social qui était en prévision, c'est-à-dire la destruction de tout l'ordre public social par l'abrogation du Code du travail. Aucun mètre de terrain social ne sera cédé, Pascal Jalabert. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon... Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Luc Mélenchon ? Alors d'abord, il faut souligner qu'il aura donc parcouru les 3 assemblées, puisqu'il aura été sénateur, député européen, maintenant député. C'est lui qui s'en sort le mieux. Donc oui, il s'en sort pas mal. Là, il a une vraie tribune, donc il va pouvoir être audible. Je pense qu'il va en user largement. Un groupe même. Un groupe. C'est vrai que pour la France insoumise, ce second tour, finalement... C'est presque le deuxième gagnant après République En Marche, puisqu'il va pouvoir faire son groupe. Alors, il y a des élus qui ont gagné avec une abstention très forte un peu partout, mais
on va pouvoir l'entendre. Il va pouvoir apporter notre discours. Ça va être curieux de voir comment il s'articule avec le Parti communiste qui, à mon avis, va essayer de faire son groupe. Mais est-ce que c'est pas son pire ennemi lui-même, Jean-Luc Mélenchon, par son caractère? On voit chaque fois qu'il prend la parole, côté éruptif comme ça. Hier soir. Ça plaît à une petite portion de l'électorat. Enfin, il parle de majorité boursouflée, mais enfin lui-même n'évite pas la boursouflure du discours. Oui, il suffit de l'entendre. Alors, ce qui va c'est quand même intéressant. La seule chose qui l'intéressait, c'était qu'il puisse constituer son groupe, le groupe France Insoumise, c'est-à-dire sans les communistes, il n'existe pas. Mais enfin, il est dans sa tête et sa formation l'y incite. C'est Lénine en 1916, 1917. Ah oui, vous y allez fort là. Vous y allez fort. Le TGV. Mais ce qui est marrant aussi, c'est wagon plombé. Mais donc c'est uniquement ça qui l'intéresse. Voilà. Donc c'est ce qui d'une certaine manière, bon, c'est le personnage, mais d'une certaine manière limite ses capacités à incarner demain la gauche, une gauche rassemblée, même si c'est une gauche plus à gauche qu'autrefois. Donc il est très clivant lui aussi au sein même de la gauche. Avec des proches qui sont tous élus. Éric Coquerel, Alexis Corbière, qui était notre invité la semaine dernière, ils sont tous élus. Oui, tout à fait. Et puis ce qui est très marrant aussi, c'est que, qu'on le veuille ou non, c'est qu'en constituant son groupe, il va avoir un temps de parole un peu plus important à l'Assemblée nationale et que les séances dans l'hémicycle, on risque d'avoir un peu des séances un peu remuantes ou vivantes, comme vous voulez. Surtout que dans les rangs aussi, on va compter aussi des gens qui sont connus un petit peu pour exprimer leur désaccord. Et je pense notamment à Marine Le Pen, qui elle aussi n'aura pas... Ça tombe bien. On va parler de Marine Le Pen, entre déception et soulagement pour Marine Le Pen. On va voir son résultat qui va s'afficher sur l'écran dans un instant. Voilà, vous voyez 58,06% pour Marine Le Pen et c'est 41,40% pour son adversaire de La République En Marche. Elle est élue, elle aura donc 8 députés à l'Assemblée nationale et s'il pouvait espérer mieux, le Front National fait mieux tout de même qu'en 2012. On va écouter Marine Le Pen hier soir, en un moment. Les électeurs de la 11e circonscription m'ont élu à près de 58% et 66% sur la ville d'Hénin-Beaumont. L'abstention massive fragilise considérablement la légitimité de la nouvelle Assemblée nationale et ce quinquennat débute sur de bien mauvaises bases. Car à la faiblesse de la participation s'ajoute celle gravissime de la représentativité de la Chambre élue ce soir. Il n'en demeure pas moins que le mode de scrutin des élections législatives est particulièrement antidémocratique. Nous avons désormais de cela une confirmation éclatante. Il est proprement scandaleux qu'un mouvement comme le nôtre, qui avait recueilli 7,6 millions d'électeurs au premier tour de la présidentielle et encore 3 millions au premier tour de ces élections législatives, ne puisse obtenir un groupe à l'Assemblée nationale. Je le redemande ce soir. Et je le redemanderai encore avec insistance. Il est désormais vital pour notre démocratie d'instaurer la proportionnelle aux élections législatives et aux autres élections. Voilà, c'est une constante, elle veut la proportionnelle, elle l'a redit hier soir. Oui, elle le clame, mais elle a raison, parce que quand on se souvient un petit peu de son résultat à la présidentielle, quand même, elle avait explosé les compteurs. Donc, et quand on voit le résultat d'hier soir, 8 députés Front National, et essentiellement dans 2 régions où le Front National était plutôt en suprématie, que ce soit dans les régions du Nord ou par chez nous, au pourtour du bassin méditerranéen. D'ailleurs, on voit que sur les 8 députés, il y en a 3 dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon et 5 dans l'ancienne région Pas-de-Calais, je crois. Alors, est-ce qu'elle a sauvé sa tête, Jean-Michel Elvig, au Front National, Marine Le Pen? Est-ce qu'elle va rester le leader incontesté, incontestable, avec cette prise de parole, sans doute, à l'Assemblée nationale, qui va être forte chaque fois? Oui, enfin, on voit mal maintenant Philippot lui tenter un procès en Philippot a été éliminé, lui. D'accord. Mais cette histoire de représentativité, c'est vrai que le Front National, avec 8 députés, on a 2 fois moins que France Insoumise, alors qu'ils avaient globalement probablement beaucoup moins de voix. Elle a raison sur le fond, vous voulez dire? Mais c'est pas qu'elle a raison sur le fond. D'abord, il faut comprendre que l'Assemblée nationale, c'est pas seulement une question de représentativité, c'est une question de majorité, de former une majorité pour gouverner. Mais pourquoi le Front National est dans cette situation-là, plus grave que la France Insoumise? Tout simplement parce que c'est le parti qui inspire le plus de rejet.
Alors je ne dis pas que France Insoumise n'en inspire pas, mais beaucoup moins, d'une certaine façon. D'ailleurs, beaucoup des bons scores de la France Insoumise de deuxième tour sont liés à des rapports de voix de socialistes. Donc c'est aussi parce que le Front National reste un parti isolé, et qui est le parti qui inspire le plus de rejet dans l'opinion. Donc alors, avec le facteur aggravant du mode de scrutin, c'est vrai, mais fondamentalement, c'est un problème politique. Pascal Jalabert. Oui, il se cogne au plafond de verre, comme à toutes les élections, pour en effet un problème politique, c'est-à-dire qui suscite du rejet. Après, quand même, alors ils ont 8 élus, c'est peu, mais il faut quand même y voir un petit phénomène d'implantation locale, parce qu'il y a quand même 5 élus dans le bassin minier, où ils ont conquis la mairie d'Ain-Beaumont et quelques villes autour. Et il y a quand même Madame Ménard à Béziers, dont le maire est Front National, et Louis Alliot, qui travaille le terrain depuis des années à la Pyrénées-Orientales, et Gilbert Collard, qui est le sortant, avec un phénomène un peu particulier, puisque je pense... 50,16. Oui, je pense que les écologistes... 83. Ouais, je pense que les écologistes se sont pas bousculés pour aller voter Marie-Sara, voilà. D'ailleurs, on a eu des estimations à la fourchette, d'une certaine manière, si on peut dire, mais moi je pense, contrairement à ce que dit Jean-Michel, c'est que la réunion au Front National, ça risque d'être à couteau tiré quand même, dans les prochains jours, entre les différents membres du Front National. Oui, parce qu'il y a quand même... La question posée sur le leadership de Marine Le Pen. Merci beaucoup Zoé Cadio pour le Midi Libre et l'Indépendant qui était à Ivry auprès de Manuel Valls hier soir, ambiance électrique. Merci Pascal Jalabert, représentant les 9 journaux du groupe Hébreu l'Est républicain ce matin. Et merci Jean-Michel Elvig de La République des Pyrénées. On passe au zapping, le premier zapping des matinales d'infos qui revient largement sur la soirée électorale d'hier soir. On le regarde ensemble. On a suivi tout à l'heure le président en personne Emmanuel Macron au Touquet, plus matinal que la semaine dernière. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, qui est donc en train de voter. Lui n'est pas candidat, mais le garde des Sceaux s'est acquitté de son devoir civique à Pau. Le plus matinal, c'était, comme la semaine dernière, le Premier ministre Édouard Philippe. Du côté du Front National, Gilbert Collard, lunettes noires dans le Gard, en jeu son siège à l'Assemblée. Quant à la présidente du parti Marine Le Pen, elle a fait un passage éclair à Hénin-Beaumont. Enfin, l'ex-chef de l'État François Hollande fut particulièrement détendu à voter dans son fief corrézien de Tulle. Découvrons le chiffre de l'abstention. Selon notre partenaire Kantar Sofres Wine Point, elle s'élève à 57% ce soir. Le sort de 6 ministres est en jeu. En cas de défaite, Bruno Le Maire, Richard Ferrand, Mounir Majoubi, Marielle de Sarnez, Annick Girardin, Christophe Castaner devront démissionner. Voici la nouvelle Assemblée nationale avec La République en marche, Modem, avec 355 sièges. C'est une majorité, mais beaucoup moins confortable que ce qu'ont pu dire les sondages ces derniers jours. Annick Girardin, réélue à Saint-Pierre-et-Miquelon avec 51,9% des voix. 56,53, c'est le score de Richard Ferrand, on vient de l'apprendre. Ça semble très bien parti pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire, puisque sur 45% des bulletins dépouillés, il serait gagnant avec 64% des voix. Christian Castaner, porte-parole de ce gouvernement, est lui aussi élu, 61,6%, largement élu. Oui, LR, UDI, divers droite, 125 sièges. Suit le PS avec ses alliés, 49 sièges. La France Insoumise et le Parti communiste uni, 30 sièges. Le Front National, 8 sièges. Ce soir, je veux saluer et féliciter ceux qui sont élus. Malgré le contexte particulièrement difficile, ils ont réussi à faire gagner nos idées dans nos circonscriptions. Grâce à leur succès, ils porteront la responsabilité essentielle d'incarner la première force d'opposition sur les bancs de l'Assemblée nationale. Le peuple français dispose à l'Assemblée nationale d'un groupe, la France Insoumise, cohérent, discipliné, offensif. Un résultat par contre décevant pour La République en marche, c'est celui de Marie-Sara, vous le voyez, battue de justesse dans le Gard par Gilbert Collard. Nous attendons avec impatience d'autres résultats qui devraient arriver, puisque dans un certain nombre de circonscriptions, les bureaux de vote ferment plus tard. Il y aurait 4 élus frontistes dans ce département du Pas-de-Calais et plus précisément dans le bassin minier. Je siégerai à leur côté puisque les électeurs de la 11e circonscription m'ont élu à près de 58%. Territoire d'info
Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique ce matin de Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Pierre Moscovici. Bonjour. Merci d'être avec nous, monsieur le commissaire européen aux affaires économiques. Vous êtes ancien ministre de l'économie, bien sûr. Et pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à et tous. Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles, spécialiste politique. Merci d'être avec nous. Pierre Moscovici. Maintenant, Emmanuel Macron a les mains totalement libres pour appliquer son programme. Un président, une majorité, un programme. Est-ce que Bruxelles, que vous représentez d'une certaine manière, va lui dire maintenant, à vous de jouer ? Je pense que les Français maintenant attendent que tout le monde se mette au travail. Au fond, le vote d'hier a été un vote étonnant parce que assez bien dosé. Il y a une partie de confirmation. Emmanuel Macron a une majorité de large. Il n'a pas la majorité pléthorique que certains prédisaient, donc il y a aussi un effet de correction, ce qui fait que vous avez à la fois une majorité solide, qui devra trouver ses marques, mais solide. Vous avez des oppositions, donc le pluralisme a été respecté. Et on donc, voit les dire, projections dans l'hémicycle pendant que vous parlez. Au travail, car c'est ce que les Français attendent. Ils font confiance au président manifestement, ils ont en même temps des attentes, avec aussi une forme d'indifférence qui se manifestera à l'abstention. Une abstention record quand même. Bruxelles, pardonnez-moi, mais votre question est un tout petit peu vague. D'abord, à Bruxelles, comme vous dites... Mais on observe beaucoup les élections. On observe énormément les élections. Mais on n'est pas surpris par ce qui s'est passé. Et depuis les élections présidentielles, disons que le mot, c'est bienvenue. Bienvenue à Emmanuel Macron parce que c'est un nouveau président de la République française, parce que c'est un président pro-européen, parce que c'est un président qui a un agenda réformiste. Et donc, on va maintenant travailler, nous aussi, avec Emmanuel Macron et son équipe. Moi, j'ai déjà... Ça veut dire qu'il y aura un peu un regard indulgent de Bruxelles. C'est une coopération. Je suis le commissaire français. J'ai déjà rencontré le président de la République, j'ai rencontré le ministre des Finances, je vais rencontrer les autres ministres, Madame Pénicaud, Monsieur Darmanin, le Premier ministre le moment venu. Je ferai mon travail dans le cadre de mes fonctions de surveillance budgétaire, mais je le ferai avec l'idée qu'il y ait de la subtilité, de l'intelligence et de la compréhension. Tout simplement, ce qu'on attend de la France, c'est qu'elle fasse les réformes qui lui permettent d'être plus compétitive, c'est qu'elle soit solide sur ses finances publiques, c'est qu'elle soit une force de proposition dans le cadre des institutions européennes. Il y a cette semaine un Conseil européen. Et je ne veux pas être plus spécifique, sauf si vous me poussez dans mes retranchements. Oui, mais Pierre Moscovici, la France est en déficit excessif. Vous demandez à Emmanuel Macron, bien sûr, de réduire ce déficit, mais comment faire ? Parce qu'il y a en plus le poids des promesses électorales qui ne sont pas toutes financées, on ne sait pas comment elles sont financées. Quel regard vous avez là-dessus ? Est-ce que c'est compatible avec la prévision budgétaire ? Alors, rappelons les choses. La France est un des derniers pays, avec l'Espagne, à être au-dessus de 3% du déficit en termes de PIB. L'Espagne sera en 2018 en dessous de 3%, très probablement grâce à une croissance forte. Donc la France risquerait d'être le dernier pays de la zone euro en déficit excessif. Il se trouve que la France, maintenant, est à 3% ou autour de 3%. On va attendre l'audit de la Cour des comptes qui devrait pour les prévisions pour 2018, c'est 3,2. Alors, attendez, je parle pour 2017 d'abord. Commençons par là, parce que c'est ce qui attend le président dans les semaines, les mois qui viennent. Il me semble que dès lors qu'on est proche de 3%, il faut les faire, que c'est jouable, qu'il existe les techniques budgétaires pour ce faire. J'ai noté que le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances avaient pris en la matière des engagements. Et nous allons discuter, encore une fois, de manière tout à fait compréhensive avec la France, en même temps avec le sentiment que c'est de l'intérêt du pays, de sa crédibilité économique, de sa crédibilité politique, d'être conforme à ses engagements. Pour l'année 2018, vous avez dit 3,2%, mais il y a un codicile. Pardonnez-moi, je ne veux pas être technique, c'est qu'on dit que c'est apolitique inchangé, c'est-à-dire que ça ne prend pas en compte ce que peut être le projet de loi de finances pour 2018. Et c'est en 2018 qu'on constatera si la France est ou pas sortie de la procédure de déficit excessif. Et je le redis, j'étais à Berlin samedi. Il y a à Berlin aussi une attente très forte de France, de propositions françaises, notamment de propositions sur ce qu'on appelle l'intégration de la zone euro, faire en sorte que la zone euro ne soit pas seulement une zone de stabilité, mais une zone de prospérité et de croissance. Et il y a des propositions françaises que fait Emmanuel Macron, que je partage, un budget de la zone euro, un ministre des Finances de la zone euro, un parlement de la zone euro, mais pour que nos amis allemands, qui ne sont pas spontanément favorables à ces propositions, y consentent, il faut que la France, de son côté, soit un pays qui fait ses réformes et qui est exemplaire sur ses finances publiques. Je crois que le bon arbitrage, oui, réforme solide, finances publiques, engagement respecté, et puis sur la zone euro, intégration plus forte, investissement. Oui, mais concrètement, ça veut dire... C'est ça le bon arbitrage qu'il faut faire. Pierre Moscovici, concrètement, ça veut dire quoi ? Une pression fiscale supplémentaire ? Vous avez été ministre des Finances. Comment on arrive à gérer cette équation ?
Il y a 5 ans, vous avez raison de le dire, j'étais ministre des Finances. C'était au lendemain des élections de 2012. Mais à l'époque, les déficits étaient à 5,2%. Là, on est à 3%. Plus ou moins chouïa. C'est pas du tout la même chose. La croissance à l'époque était à 0,3%. Maintenant, on a une croissance qui se porte plutôt pas mal. On est à 1,5, 1,7, on verra. Et donc, on n'a pas besoin, me semble-t-il, je ne connais pas les chiffres encore une fois, de faire un coup de pression fiscale, comme nous avons été obligés de le faire en 2012, pour être dans les clous. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'a annoncé le Premier ministre. Il a dit qu'il n'y aurait pas de loi de finances rectificative. Je pense que c'est sans doute sage qu'il n'y en ait pas et qu'à travers des mesures techniques, on peut parvenir à cela. Mais encore une fois, c'est au gouvernement de le faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que Bruxelles est un garde-chiourme qui est là au-dessus du gouvernement en train de lui dire ce qu'il doit faire. C'est la perception des Français un peu. Mais je profite d'être chez vous pour la rectifier. La Commission européenne, elle est là pour rappeler des règles, pour avoir un dialogue positif avec les États membres. Elle n'est pas là pour choisir les moyens par lesquels ces États membres corrigent. Mais qu'attendez-vous quand même du discours de politique générale d'Édouard Philippe? Encore une fois, j'attends un discours. C'est son discours de politique générale, c'est la majorité que Emmanuel Macron a su gagner dans les urnes, et donc on attend le dessein des réformes, parce que c'est vrai qu'il y a des attentes là-dessus, savoir précisément ce qui va être fait, et pour une législature, et puis on attend aussi, c'est vrai, un chemin économique. Ce chemin économique, c'est celui, je le répète, d'une France qui doit être plus compétitive, qui a encore besoin pour ça de se réformer, et c'est celui d'une Europe qui doit être consacrée davantage à l'investissement, la croissance, l'emploi qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est celui d'une zone euro qui ne soit pas uniquement une zone de stabilité partagée, mais une zone de prospérité construite ensemble. Avec une France qui reste vulnérable et relativement fragile face à une éventuelle hausse des taux d'intérêt. Je pense qu'il faut. Ne faisons pas trop peur. À un moment donné, c'est fatal. Les taux d'intérêt remonteront. Mais quand je regarde la situation de l'Europe, je vois que l'inflation, si elle a augmenté, reste contenue, et notamment ce qu'on appelle l'inflation cœur, c'est-à-dire celle qui se dessine indépendamment du prix des matières premières. Ce qui fait que l'inflation remonte un peu, c'est le pétrole, c'est les matières premières. L'inflation fondamentale, elle ne remonte pas. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a place pour des politiques qui soutiennent la croissance encore aujourd'hui. Pour le dire autrement, nous avons en Europe et dans la zone euro un problème de demande qui peut permettre dans certains pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, des augmentations de salaire et qui justifie un soutien de la politique budgétaire à la croissance. C'est Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, ancien ministre de l'économie, qui est notre invité ce matin. Que reste-t-il du Parti socialiste, Pierre Moscovici? Ce matin, il ne reste pratiquement plus aucun ministre de l'équipe de François Hollande élu, à l'exception de Stéphane Le Foll et de Paul Angevin. Est-ce que vous, au fond, vous n'êtes pas parti au bon moment? C'est vrai que ça fait maintenant 3 ans que j'ai quitté le gouvernement, au moment où Manuel Valls est devenu Premier ministre. Je suis resté. Il est a priori réélu d'ailleurs, Manuel Valls. Oui, je suis resté socialiste et social-démocrate, mais j'ai pris du champ et je suis dans une autre fonction, une fonction de commissaire européen que je vais continuer d'exercer, ce qui me donne à la fois un devoir d'agir et en même temps aussi un intérêt pour la vie politique de mon pays. Je ne vais pas être juste un spectateur, je vais participer à la refondation des idées. Je dis bien des idées, je ne parle pas de l'appareil, c'est plus ma place. Vous estimez que c'est injuste, appelons ça le dégagisme, de quasiment tous ces ministres socialistes, un gouvernement auquel vous avez appartenu. Il y a une forme d'un peu d'injustice. Je suis socialiste depuis très longtemps, j'ai beaucoup d'amis dans l'Assemblée sortante, beaucoup d'amis au gouvernement. Évidemment, j'ai une pensée pour eux. Des amis qui eux, ont été battus et aussi. Je suis triste pour eux. Est-ce que c'est juste ou pas juste? C'est comme ça. Et je pense que quand arrive une défaite de cette nature, il faut vraiment avoir des réflexes qui soient justes. D'abord, premièrement, il y a ce qu'il faut éviter. Il faut éviter les règlements de compte. Il faut éviter les querelles de personnes. Il faut éviter les courants stériles qui s'affrontent. Une direction collégiale pour le PS, c'est une bonne idée ou pas? Ça me paraîtrait pas une mauvaise idée dans la mesure où il n'y a plus de personnalités qui émergent et où il faut vraiment, quand on a fait 6%, 9%, 10%, il faut se tenir ensemble. Et la deuxième chose qui est indispensable, c'est une réflexion sérieuse. Sur quoi? Sur ce qui s'est passé. Ça s'appelle l'inventaire. Si on en est là, c'est sans doute de l'injustice, c'est parfois excessif, mais c'est aussi qu'il y a eu des erreurs, des choses qui n'ont pas fonctionné. Quelles erreurs? Manque de réforme, justement, sous le quinquennat Hollande? Et deuxièmement, il faut aussi se projeter avec une grande question qui se pose d'ailleurs non seulement pour le Parti socialiste, mais pour tous les partis socialistes européens. Qu'est-ce que c'est qu'être socialiste ou social-démocrate au XXIe siècle? Comment est-ce qu'on peut combattre les inégalités d'aujourd'hui? Quelles nouvelles questions sociales et écologiques peut-on traiter? Quel rôle pour les services publics?
qu'est l'Europe. Et donc, moi, j'ai envie de participer à ça. Vous parliez d'erreur, pardon de vous interrompre. Vous pouvez nous citer une erreur, quand même, de ce quinquennat, à vos yeux? Je pense que, globalement, c'est un quinquennat qui n'a pas été capable de mettre en mouvement la société, qui n'a pas non plus eu un dispositif politique qui était suffisamment stable, clair et fort. Et François Hollande, qui est un homme très intelligent, qui a fait beaucoup de choses bonnes, qui laisse d'ailleurs la France en meilleur état à son successeur que ce ne fut le cas du prédécesseur de François Hollande, eh bien, François Hollande n'a pas donné un récit. Et peut-être n'a-t-il pas trouvé la manière dont son rôle de chef de l'État pouvait être communiqué aux Français. Des erreurs, il y en a eu beaucoup. Je vais écrire un livre là-dessus, comme d'autres. Quand on regarde l'avenir... Mais pas seulement sur les erreurs, aussi sur la projection, sur l'avenir, parce que c'est ça qui nous intéresse maintenant. Alors justement, quand on regarde l'avenir, Bernard Cazeneuve dit... Et en réflexion, oui. Et aussi en vigilance. Oui, Bernard Cazeneuve dit hier soir, les députés socialistes seront les sentinelles de la justice sociale à l'Assemblée. Franchement, est-ce que ce ne sont pas que des mots ? Justice sociale, c'est pas la première fois. François Hollande était déjà dans la justice sociale. Justice sociale, je pense que c'est pas un mot. C'est quand on parle de socialisme, dedans il y a social, il y a bien cette question essentielle. C'est comment est-ce qu'on combat l'injustice et les inégalités. Il ne faut pas que ça reste des mots. C'est la raison pour laquelle nous devons, pour ceux qui croient encore à ces idées, et encore une fois, je ne parle pas du parti. Franchement, est-ce que le parti nous investir sur une réflexion fondamentale. Est-ce que le Parti socialiste en tant que tel n'est pas mort? Hier soir, Jean-Christophe Cambadélis dit qu'il faut se réformer de fond en comble. Les idées, l'organisation. Est-ce qu'il faut aller vers une organisation vers En Marche? Les réseaux sociaux, le casting sur CV. Qu'est-ce qui est... Non, ça, je ne crois pas. Enfin, pas pour le Parti socialiste en tout cas. Mais c'est une formation qui a subi un échec comme elle n'en a jamais subi, qui se trouve sans aucun doute en mauvaise posture, en mauvais état. C'est en même temps une formation qui continue à parler à des Français, qui est représentée à l'Assemblée nationale. C'est une histoire, ce sont des idées, c'est un patrimoine culturel, mais tout ça est à refaire complètement. Et il faut garder le nom, tout simplement. Par exemple, Parti socialiste, il faut garder le nom. S'il continue, si nous continuons, parce que je me mets parmi eux, même si je n'ai pas participé à la vie du Parti socialiste depuis des années, si on continue à se diviser avec le narcissisme des petites différences dont partait Sigmund Freud, en pensant que les uns sont de gauche, les autres sont de droite, en ayant des procès d'intention et des querelles de personnes, là, le Parti socialiste sera mort. Gilles Leclerc, vous demandez, il faut changer de nom? Bon, je ne pense pas que ce soit le sujet principal, je pense surtout que c'est le capital intellectuel, les idées qu'il faut vraiment refonder. Alors pour le coup, oui, de fond en comble. Pierre Moscovici, l'Angleterre encore dans l'actualité terroriste. Hier soir, un van a foncé dans la foule à la sortie d'une mosquée. Un mort à l'heure actuelle, 8 blessés. La police antiterroriste est saisie et le conducteur a été arrêté. Votre réaction sur ce qui se passe en Angleterre? Ce pays est dans l'épreuve. Ça doit être le 4e attentat consécutif. Et dans un moment comme ça, notre pensée doit être tout simplement aux côtés du Royaume-Uni, prêt à collaborer avec lui, coopérer avec lui en matière de sécurité. Et d'ailleurs, ça montre une chose, vous savez, il y aura un Conseil européen cette semaine, et il sera dominé par les négociations sur le Brexit qui doivent commencer. Est-ce que la mauvaise séquence quand même britannique pour Theresa May, est-ce que ça modifie un peu les négociations à venir sur le Brexit? Ce que je veux dire, c'est ça ne modifie pas manifestement sa volonté de sortir du Royaume-Uni de l'Europe. Ça modifie peut-être l'esprit de ces négociations. Vous savez, on parle Brexit dur, Brexit doux. Moi, j'ai envie de dire surtout que ce que ces attentats nous disent, et ce que tout ça nous dit, c'est que le Royaume-Uni, même sorti de l'Union européenne, restera un pays européen avec lequel nous avons l'obligation d'avoir des liens étroits pour coopérer, notamment en matière de sécurité. Et quand je parle sécurité, je parle à la fois de défense européenne, on en parlera au Conseil européen, mais aussi sécurité intérieure européenne. Et là, nous devons avoir vraiment une pensée, plus qu'une pensée, une solidarité pour ce pays si durement touché, qui paye un tribut si lourd au terrorisme. Et le combat contre le terrorisme n'est pas un phénomène national, mais un phénomène international. Et il faut que l'Europe s'outille pour le combattre, parce que c'est à ce niveau-là que beaucoup de réponses peuvent être trouvées. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques, ancien ministre de l'économie, d'avoir été notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Merci. Au revoir, merci.
Pierre Moscovici, donc le commissaire européen, quitte ce plateau et s'installe à mes côtés Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées. Bonjour Jean-Michel, vous étiez dans la première partie de cette matinale d'info. Et Zoé Cadio de l'Indépendant et du Midi Libre, également journaliste de ces deux titres. Merci d'être avec nous ce matin. On passe tout de suite au débrief de ce que nous a dit Pierre Moscovici sur le Parti Socialiste. Bon, il pense qu'il n'est pas mort, d'abord le Parti Socialiste, qu'il faut qu'il se refonde absolument. Il a quand même, vous l'avez vu ce matin, mis quelques responsabilités sur le dos de François Hollande, Zoé Cadio. Oui, mais j'ai trouvé que, contrairement à d'autres, il avait plutôt défendu un petit peu son bilan, parce qu'à 2 fois dans son intervention, il a dit quand même que les résultats n'étaient pas si mauvais que ça. Et déjà, en première partie, alors c'est vrai qu'à l'époque, il était ministre de l'économie, mais enfin, il a quand même dit que les chiffres, la reprise, elle était là, que la baisse du chômage, sans le dire aussi ouvertement, la courbe avait été plus ou moins redressée. Donc j'ai trouvé que c'était quand même une des figures socialistes qui a Il manquait quand même une écriture du quinquennat. Il manquait une écriture, le récit, le fameux récit qui n'avait pas été au rendez-vous. Mais la défense de l'action de François Hollande n'est pas si surprenante, sachant qu'au début du quinquennat, c'était quand même le ministre de l'économie. Alors, Bruxelles nous observe-t-il, Jean-Michel Elvig, dans les propos du commissaire européen, il y a un côté, un président, une majorité, un programme, voilà, c'est à lui de jouer. Bruxelles nous observe. Bruxelles, la commission de Bruxelles, par nature, par fonction, est obligée de regarder ce qui se passe dans chaque pays au moment de chaque élection. Les Français ils ont observé quand même les Italiens. Bruxelles comme un gendarme. Non, mais il y a une espèce de fantasmagorie. Ouais. Je ne dis pas ça du tout pour être insolent à votre égard, mon cher ami. Mais il y a quelque chose en France. On a toujours l'impression que nous, les Français, on est observés. Il y a Bruxelles qui nous met sans arrêt le doigt pointé sur nous et nous met en accusation et nous surveille comme des pions. Pierre Moscovici a rétabli une forme de vérité ce matin. Ce qui est normal que Bruxelles s'intéresse aux élections des pays membres. Pour ce qui est c'est vrai qu'il y aura un inventaire à faire du quinquennat Hollande et c'est beaucoup trop tôt. Enfin, on est dans la passion des élections, mais enfin, on est quand même dans une situation économique, personne n'en parle, mais ça fait 10 trimestres successifs où on est en création nette d'emplois. C'est peut-être aussi, même si ce n'est pas que lié au quinquennat Hollande, c'est que peut-être certaines décisions, un ensemble de décisions qui ont été prises, n'ont pas été défavorables pour l'emploi, même si, de toute façon, c'est très inférieur aux besoins. Tout à fait, oui. Ce coup de projecteur, comme le disait Jean-Michel, est important. Hein. Mais aussi, on dit que l'Europe nous observe, mais je pense que si l'Europe nous observe, elle nous regarde quand même plutôt aujourd'hui d'un regard un peu bienveillant, parce que n'oublions pas que quand même Emmanuel Macron a été le candidat à placer son futur mandat d'une manière, une couleur européenne. C'est des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Donc, il veut peut-être essayer de changer notre regard sur ce vieux continent. Il est parti à temps, Pierre Moscovici, du gouvernement, et j'allais dire de France, avant les gros problèmes. Rétrospectivement, il est parti à temps. Est-ce qu'il avait un pouvoir de divination tel qu'il prévoyait ce qui allait se passer, qu'il voulait se mettre Frédéric à l'abri Barbier, son suppléant a été élu. Frédéric Barbier, ex-PS et élu République En Marche. Oui, mais il a été élu face à la candidate du Front National, Sophie Montel aussi, donc il ne faut pas l'oublier. Michel Luc, je vous ai coupé, pardon. Oui, non, il est parti à un moment donné parce qu'il y avait l'opportunité d'un renouvellement à la Commission européenne. Et c'est vrai qu'il part en 2014. C'est à partir de là où il y a un tournant, une inflexion en tous les cas significative où François Hollande le pouvoir prend le parti d'une politique de l'offre qui est toujours très très mal vécue par la gauche, qui est plutôt toujours dans la politique de la demande. Et ça, il n'a jamais réussi à faire comprendre en quoi c'était certainement plus efficace et utile. Il n'a pas réussi à faire le récit de ça et montrer qu'il pouvait y avoir une politique de l'offre qui soit de gauche. De ce point de vue-là, il a échoué. Qui était notre invité. Comment Bruxelles va regarder la France? Alors, c'est le fameux seuil des 3%, légèrement au-dessus des 3%, dont il était question ce matin dans l'interview, Zoé Cadio. Alors, la France risquerait d'être le seul pays de ce type, a dit le commissaire européen. Ça avait l'air d'être problématique tout de même, ça.
problématique. Il dit quand même qu'on va quand même rester plus ou moins dans les clous. Hein. Il a voulu le... Il faut être conforme à ses prévisions, a-t-il dit. Hein. Et puis en plus, d'une certaine manière aussi, il dit que finalement, on sera peut-être dans les clous puisque une pression fiscale ne sera peut-être pas nécessaire. Hein. C'est d'ailleurs le terme qu'il a utilisé en disant... L'ancien ministre de l'économie qui parle là. C'est l'ancien ministre de l'économie et aussi une des voix de Bruxelles, ne l'oublions pas. Donc on voit quand même qu'il y a des réformes qui vont être faites, que l'Europe attend quand même qu'on tienne notre parole et Macron a l'intention de le dire. La une de l'Indépendance, c'est En Marche, mais 3 petits points. La une de la République des Pyrénées, Jean-Michel Elvig. Il faut rappeler d'ailleurs que Jean Lassalle a été réélu au passage. Hein. Oui, absolument. Donc c'était inattendu. Hein. Il était en position défavorable au premier tour. Il était en position défavorable. Oui. Très bien. Merci, c'est la République des Pyrénées. Donc Habib et Lassalle s'imposent. On va passer à la revue de presse générale de la presse quotidienne régionale avec le Télégramme. Hein. C'est un peu exceptionnel dans cette matinale, mais c'est un lendemain d'élection exceptionnel. En marche, en force pour le Télégramme. Vous le voyez dans un instant sur l'écran. Pour Ouest France, c'est majorité absolue pour Emmanuel Macron. Pour La Voix du Nord, c'est la confirmation En Marche. Pour La Dépêche, Zoé Cadio, c'est Macron à sa majorité. Pour La Nouvelle République, les pleins pouvoirs pour Emmanuel Macron. Pour l'Écho de Haute-Vienne, majorité absolue pour Macron, irruption d'une résistance. Hein, c'est toujours des unes en contre un peu dans l'Écho de Haute-Vienne. Pour Le Maine Libre, le PS sartois résiste à la vague En Marche. On voit donc Stéphane Le Foll et Marietta Karamanli qui vont retrouver l'Assemblée nationale en tête dans 4 circonscriptions après le premier tour. Le parti d'Emmanuel Macron n'a que 2 élus. Hein, c'est Le Maine Libre. Et c'est en Sarthe. Pour Nord-Éclair, c'est la France Insoumise crée la surprise avec le score de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Christophe Itier, on l'attendait, c'était le candidat de La République En Marche, et c'est Adrien Tendens qui a remporté le second tour des législatives avec une 40aine de voix d'avance. Donc la France Insoumise crée la surprise là aussi pour Nord-Éclair. Pour la presse de la Manche, c'est 2 autres surprises dans la Manche. Pareil, vous le voyez. Et puis pour la Provence, c'est la nouvelle vague, et c'est tous les résultats bureau par bureau dans toutes les circonscriptions de Marseille, vous regarderez dans la Provence aujourd'hui. Enfin, pour Sud-Ouest, Habib et Lassalle crée la surprise. C'est aussi le même titre que La République des Pyrénées, journal cher de Jean-Michel Elvig. Voilà. Merci Jean-Michel Elvig de La République des Pyrénées. Merci Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant, n'oublions pas. Et c'est le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on va regarder ensemble. Et il revient bien sûr sur tout ce qui s'est passé hier soir. On a suivi tout à l'heure le président en personne Emmanuel Macron au Touquet, plus matinal que la semaine dernière. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, qui est donc en train de voter. Lui n'est pas candidat, mais le garde des Sceaux s'est acquitté de son devoir civique à Pau. Le plus matinal, c'était, comme la semaine dernière, le Premier ministre Édouard Philippe. Du côté du Front National, Gilbert Collard, lunettes noires dans le Gard, en jeu son siège à l'Assemblée. Quant à la présidente du parti, Marine Le Pen, elle a fait un passage éclair à Hénin-Beaumont. Enfin, l'ex-chef de l'État François Hollande, particulièrement détendu, a voté dans son fief corrézien de Tulle. Découvrons le chiffre de l'abstention. Selon notre partenaire Kantar Sofres Winepoint, elle s'élève à 57% ce soir. Le sort de 6 ministres est en jeu. En cas de défaite, Bruno Le Maire, Richard Ferrand, Mounir Majoubi, Marielle de Sarnez, Annick Girardin, Christophe Castaner devront démissionner. Voici la nouvelle Assemblée nationale avec La République En Marche, Modem, avec 355 sièges. C'est une majorité, mais beaucoup moins confortable que ce qu'ont pu dire les sondages ces derniers jours. Annick Girardin, réélue à Saint-Pierre-et-Miquelon avec 51,9% des voix. 56,53, c'est le score de Richard Ferrand. On vient de l'apprendre. Ça semble très bien parti pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire, puisque sur 45% des bulletins dépouillés, il serait gagnant avec 64% des voix. Christian Castaner, porte-parole de ce gouvernement, est lui aussi élu, 61,6%, largement élu. Oui, LR, UDI, divers droite, 125 sièges. Suit le PS avec ses alliés, 49 sièges. La France Insoumise et le Parti communiste uni, 30 sièges. Le Front National, 8 sièges. Ce soir, je veux saluer et féliciter ceux qui sont élus. Malgré le contexte particulièrement difficile, ils ont réussi à faire gagner nos idées dans nos circonscriptions. Grâce à leur succès, ils porteront la responsabilité essentielle d'incarner la première force d'opposition sur les bancs de l'Assemblée nationale. Le peuple français dispose à l'Assemblée nationale d'un groupe, la France Insoumise,
cohérent, discipliné, offensif. Un résultat par contre décevant pour La République En Marche, c'est celui de Marie Sarah, vous le voyez, battue de justesse dans le Gard par Gilbert Collard. Nous attendons avec impatience d'autres résultats qui devraient arriver, puisque dans un certain nombre de circonscriptions, les bureaux de vote ferment plus tard. Il y aurait 4 élus frontistes dans ce département du Pas-de-Calais et plus précisément dans le bassin minier. Je siégerai à leur côté puisque les électeurs de la 11e circonscription m'ont élu à près de 58%. Voilà, on se quitte en regardant à nouveau les projections de ce que donnera notre nouvelle Assemblée nationale. On appelle ça dans notre jargon le camembert électoral, Zoé Cadio. Voilà, les Républicains, le Modem 350, LR, UDI, DVD 137. Et vous voyez les autres scores, 44 pour PS, PRG, DVG, Europe, Écologie, Les Verts, voilà, France Insoumise, PCF, 27. Voilà, merci de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'infos. Bonne journée à tous.